Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce live du vendredi 8 mars. Aujourd'hui, on est parti sur l'enseignement du Bouddha de Walpola Raoula, qui est donc le livre qu'on étudie en ce moment le vendredi, qui est un livre qui présente le bouddhisme sous le point de vue du Theravada. C'est un livre qui est, mine de rien, pas tout récent, il date des années 60, initialement écrit en anglais, il a été assez vite traduit en français. Et en fait, c'est marrant, j'ai eu deux anecdotes concernant ce bouquin dernièrement, que j'ai lu et eu. Je me dis, tiens, j'ai bien fait de prendre celui-là. Franchement, le livre a quand même une réputation, ce livre a une réputation incroyable. Tout le monde vraiment le considère comme étant une référence, malgré le fait que ce livre a été écrit à 60 ans. La première anecdote, c'est que j'étais en train de lire hier soir ce livre qui s'appelle De la croix au lotus, le cheminement intérieur d'un chanoine devenu bonze, qui est en fait la biographie du révérend Jean Héracle, qui est le premier moine ou bonze Jodo Shinshu, donc ma tradition, francophone. Et donc à la base, c'était un prêtre moine catholique qui s'est converti ensuite au bouddhisme. Et il explique qu'un des éléments qui l'a vraiment poussé à se convertir et qui lui a fait se poser pas mal de questions, et ben bizarrement, c'est ce livre. Il est tombé dessus quand le livre est sorti dans les années 60 et ça l'a vraiment marqué. Et il cite plusieurs passages du bouquin là-dedans, dans sa propre biographie. Et il a même eu la chance de rencontrer l'auteur Walpola Raoula, qui lui a enseigné la technique de la méditation sur le souffle qu'on fait ensemble à la fin des lives. Donc je dis, waouh, c'est incroyable que ce livre l'est marqué comme ça à ce point-là. Et la deuxième anecdote, c'est j'étais en formation pour passer moine de niveau 2 dimanche dernier. Et pareil, je parlais un peu de ce que je faisais sur Twitch. Et quand j'ai mentionné le fait que le vendredi, on étudiait ensemble les enseignements du Bouddha de Walpola Raoula, ils étaient tous en train de dire « Ah ouais, t'as trop raison, c'est la base et tout ». Et aux États-Unis, du coup, ça se passait aux États-Unis, hein, c'est une formation en anglais. Donc même les Américains, pareil, quand on parle de ce bouquin, tout de suite, ça fait tilt, quoi. Donc vraiment, ouais, à nouveau, je vous le conseille. Ça reste quand même une référence et à chaque fois que j'en parle, ça me prouve que c'est bien le cas. Voilà. Donc en plus, il coûte pas bien cher, donc n'hésitez pas à le prendre pour approfondir un petit peu tout ça aussi de votre côté, quoi. Et aujourd'hui, du coup, on aborde le sentier octuple. J'avais envie honnêtement de vous mettre un gif de poulpe, parce que je pense sentier octuple, je pense à des poulpes. Mais j'en ai pas trouvé un qui me convenait, j'ai cherché hier, puis je me suis dit, j'ai pas passé non plus une heure à chercher un gif de poulpe. C'est pas forcément là-dessus que je suis censé passer mon temps. Donc bon, finalement, je n'en ai pas trouvé qui me convenait, donc je suis parti sans gif de poulpe pour le sentier octuple, c'est un peu dommage. Donc, je vais vous lire tout ça. Je vois qu'il y a Sophie qui nous a rejoint, et Stekashei aussi qui est là, salut Stekashei. Et je vais vous partager mon écran et on va regarder ça ensemble. Alors, la quatrième le noble vérité, c'est Maga, c'est le sentier, donc le sentier octuple. La quatrième le noble vérité est celle qui mène à la cessation de dukkha, c'est le chemin. Celle-ci est connue sous le nom de sentier du milieu, parce qu'elle évite deux extrêmes. C'est quelque chose dont on avait déjà un peu parlé. On va éviter, la poursuite de bonheur dans la dépendance complète des sens, c'est-à-dire on va éviter de partir dans l'idée que l'opulence la plus complète, cette idée que si j'étais l'homme le plus riche du monde, je serais forcément heureux. Et à l'inverse, donc parce qu'il dit ce qui est bas, commun, sans profit, la manière des gens ordinaires. L'autre étant la recherche du bonheur qui repose au contraire sur la mortification, suivant les différentes formes d'ascétisme, ce qui est douloureux, indigne et sans profit. Donc ça, c'est ce qu'on avait eu l'occasion de discuter un petit peu déjà les sessions d'avant, hein. Cette idée que le Bouddha, en fait, dans son existence, le Bouddha historique, Shakyamuni, il a fait l'expérience de ces deux extrêmes-là. Il a commencé dans l'extrême de l'opulence la plus complète, il était prince, il avait moult serviteurs, plein d'argent, et en plus son père s'arrangeait au maximum pour qu'il ne soit pas confronté à la souffrance. Donc lui, il connaît vraiment déjà ce premier extrême. Et ensuite, quand il a quitté la vie de palais, hein, donc il a quitté son statut de prince et il est devenu mendiant, il s'est rasé les cheveux, etc. À ce moment-là, lui, il est parti dans l'extrême inverse. Il s'est dit, ok, j'ai compris qu'il y avait de la souffrance dans le monde, et donc je vais essayer de vaincre la souffrance par la souffrance. Et donc il s'est engagé dans la voie des mortifications. Voilà, il a pratiqué des jeûnes extrêmes, des automutilations, enfin il a fait des trucs vraiment hardcore sur lui-même, jusqu'à ce qu'il finisse par se rendre compte qu'il était en train de se tuer littéralement. Et donc, il s'est dit, ok, ça va pas non plus. Donc on va essayer d'être un petit peu nuancé, hein, j'insiste toujours sur le côté nuance, et on va choisir un chemin qui est entre les deux. Donc un chemin qui n'est ni trop hédoniste, ni trop ascétique. Et donc c'est la voie du milieu.
Le Bouddha, voilà, ayant lui-même essayé ces deux extrêmes, ayant reconnu l'inutilité, découvrit par expérience personnelle le sentier du milieu, qui donne vision et connaissance, qui conduit au calme, à la vision profonde, à l'éveil, au nirvana. On désigne généralement ce sentier du milieu sous le nom de noble sentier octuple, et je ne vous ferai pas l'insulte d'essayer de le lire en sanskrit parce que je vais l'écorcher plus qu'autre chose, donc on va rester en français, le noble sentier octuple, parce qu'il comporte 8 catégories ou divisions. Alors là, vous allez voir, ces éléments-là, en fait, quand on les lit, honnêtement, d'ailleurs, moi, c'est une des premières choses qui m'a fortement marqué sur le bouddhisme. J'ai eu un peu cette première expérience, on va dire, je dirais pas une expérience d'éveil parce que ce serait vraiment trop fort, mais une espèce de choc psychologique, choc spirituel, quand je lisais le bouddhisme pour les nuls à l'époque. En plus, je ne fais tellement pas rêver avec un titre pareil. Et en fait, j'étais dans le train avec ce bouquin, c'était vraiment le premier bouquin que je lisais vraiment sur le bouddhisme, quoi. Et je suis arrivé au passage sur le sentier octuple, et quand je l'ai lu, je me suis dit, mais c'est extrêmement malin et logique, dans le sens où si tout le monde appliquait ça, le monde serait quand même vachement moins chiant. Et ça m'a vraiment fait un espèce de waouh, de choc. Et pourtant, c'est très simple hein, quand on les lit, vous allez voir, on va les lire ensemble. Mais je sais pas, moi, d'un point de vue personnel, ça m'a fait quelque chose. Et je me suis dit, ah oui, ça paraît logique en fait. Et c'est très pratique d'une certaine façon. Le sentier octuple, c'est vraiment quelque chose qu'on peut pratiquer dans sa vie quotidienne. C'est très très. Ouais, c'est ça, c'est pratique en fait. C'est pas que des trucs visuels, un peu comme des fois on parle avec le Mahayana. Moi j'adore hein, le Mahayana, mais là voilà, on reste du concret, c'est du concret pur. Et donc ce sentier octuple, on a la compréhension juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence justes, l'effort juste, l'attention juste, la concentration juste. C'est simple à dire, c'est plus compliqué à faire, et surtout, voilà, que ça reste très terre à terre. Et donc là, Walpola Raoula, il va nous expliquer un petit peu plus ce qu'on va retrouver dans chacune de ces différentes catégories. Et vous allez voir, en fait, ça vous parle. Et bien sûr, il faut garder en tête que le sentier octuple, c'est un chemin. C'est-à-dire, on ne va pas vous demander, là, du jour au lendemain, de claquer des doigts. Et d'un coup, vous avez la parole juste. Et tout le temps, vous avez la parole juste. Vous êtes magique. Vous avez l'action juste. Toutes vos actions sont parfaites. Non, c'est un chemin. Et comme un chemin, le terme chemin l'indique, eh bien, il va falloir y aller step by step. Il va falloir pas à pas, tranquillou. Et puis, vous allez. Le but est de justement parfaire ce chemin par la pratique, par l'attention, etc. Mais voilà, bien entendu, quand on débute, on va pas pouvoir avoir systématiquement le moyen d'action juste, l'action juste, la parole juste, etc. Bien sûr que non. Je préfère insister avant de, avant de créer de la confusion là-dessus quand même. Il y a Lady Morgan qui dit « Je n'ai pas trouvé mieux ». Alors, je ne sais pas si tu parlais du coup du sentier octuple ou du bouddhisme pour les nuls. Alors, on va continuer. Pratiquement, tout l'enseignement du Bouddha, auquel celui-ci consacra 45 années de sa vie, traite d'une manière ou d'une autre de ce sentier. Alors là, on parle sous le point de vue Theravada tout de même. Mahayana, j'en parlerai un petit peu. Le sentier octuple dans le Mahayana a été un petit peu détrôné par ce qu'on appelle les paramitas, mais je reviendrai dessus à la fin. Il l'expliqua sous des formes variées, employant des mots différents selon les personnes auxquelles il s'adressait. Toujours bien sûr, l'idée d'adapter les enseignements aux personnes qu'on a en face de soi. Et suivant leur état de développement ou leur aptitude à le comprendre et à le suivre. Mais l'essence de ces milliers de discours, dispersés tout au long des écritures bouddhiques, se trouve dans le noble sentier octuple. Il ne faut pas croire, ça c'est important, il ne faut pas croire que les 8 catégories ou divisions du sentier soient à suivre et à pratiquer l'une après l'autre, dans l'ordre où elles sont énoncées dans la liste courante que nous venons de donner. Il convient d'en poursuivre simultanément le développement autant que cela possible selon les capacités de chaque individu. Elles sont toutes liées entre elles, chacune aide à cultiver les autres. Bien sûr, on ne va pas vous dire, vous devez d'abord être sûr que vous avez, par exemple, la parole juste, avant de pouvoir commencer à faire de l'action juste. Il va de soi que l'idéal est de cultiver les deux en même temps. Et effectivement, comme il dit, ils sont liés les uns avec les autres. C'est assez logique que si vous avez une pensée qui est correcte, une bonne pensée, une pensée qui est pleine de compassion, une pensée qui voit les choses telles qu'elles sont, c'est plutôt la compréhension, mais une pensée, vous pensez des choses bonnes. Si vous pensez des choses bonnes, vous aurez probablement plus de possibilités, plus de probabilités d'avoir une parole ou une action qui va être bonne ou juste également. Donc ça, c'est important, bien sûr, ça se cultive en même temps, en parallèle. Et il le dit ici, bien sûr,
autant que cela est possible suivant les capacités de chaque individu. Il y a des fois où on n'aura pas forcément le choix, on peut être des fois dans des situations qui font que c'est compliqué d'appliquer certains de ces parties du sentier octuple, mais voilà, il faut bien sûr s'adapter à la situation qu'on a en face de nous, bien sûr. Sophie qui nous a mis un joli poulpe de Twitch, mais là c'est bien adéquat. Les poulpes ne s'affichent pas, ils étaient avant les parenthèses. Ah oui, mais non, mais si, je les ai vus. Moi, je les vois, c'est des petits calamars, hein, Lady Morgan, que je vois, moi. C'est des calamaritos. C'est des petits calamars. Donc, ces 8 facteurs visent à favoriser le développement et la perfection des 3 éléments essentiels de l'entraînement et de la discipline bouddhiste, qui sont la conduite éthique, la discipline mentale et la sagesse. Par conséquent, il sera beaucoup plus utile pour une compréhension meilleure et plus cohérente des 8 divisions du sentier octuple de les expliquer en les groupant sous ces 3 titres. Et c'est souvent ce qui est fait traditionnellement, c'est que on va prendre ces éléments du sentier octuple et plutôt que de les mettre les 8 comme on a fait là, au début, on va les ranger dans les 3 catégories qui sont du coup la conduite éthique, la discipline mentale et la sagesse. Donc il va commencer par la conduite éthique. La conduite... Ah oui, beaucoup... Alors, Gulli qui dit beaucoup de listes. Oui, je suis d'accord, ça fait beaucoup de listes. Alors, et encore, hein, et encore, on ne fait que effleurer l'iceberg des listes du bouddhisme. Il y en a. Oh. Et ce, dès le bouddhisme ancien. Les bouddhistes aimaient bien les listes, pour une raison que j'ignore. Et peut-être qu'il y avait aussi un côté mémotechnique d'une certaine façon aussi, mémoriser des listes d'éléments, et en fait c'est des listes qui reviennent assez souvent, mais effectivement on a vu la liste des 5 agrégats, là on vient de voir le sentier octuple, je vais vous parler des 6 paramitas, je vais vous parler ou 10 paramitas d'ailleurs en fonction du sutra que vous utilisez. Ils aiment bien les listes, et là vraiment je ne fais que l'effleurer, hein. Il y a des listes, il y a des listes de listes de listes. Vous n'êtes pas obligé de maîtriser tout ça, bien sûr, c'est pas la question. Mais vous allez voir que le sentier octuple, d'une certaine façon, même si vous retenez pas tout, une fois que vous avez quand même à peu près compris la logique qu'il y a derrière, vous allez quand même voir comment on applique la plupart de ces éléments dans sa vie, en fait, sans forcément retenir attends, déjà c'est quoi la liste et tout. Je suis sûr que moi, si tu me dis comme ça, là tu me croises dans la rue demain, tu me dis hey Greg, c'est quoi le sentier octuple, tu peux me citer les 8, je suis sûr que je vais en zapper un. Mais d'un côté, ça reste assez logique dans la vie de tous les jours, quand on est en face de situations. Ça représente un peu la plupart des cas qu'on va avoir dans notre vie de tous les jours, quoi. Si quelqu'un nous parle, et si on appliquait la parole juste quand je réfléchis à quelque chose, et si on appliquait la pensée juste quand je suis en train de travailler, est-ce que je peux faire un moyen d'existence juste? Voilà, ça rejoint quand même des choses assez logiques au final, mais je suis d'accord que ouais, ça fait encore des listes. Alors, il parlait de la conduite éthique. La conduite éthique, elle est fondée sur la vaste conception d'amour universel et de compassion pour tous les êtres vivants. Ce qui est la base de l'enseignement du Bouddha. Donc voilà, la compassion, c'est la base. C'est une erreur regrettable et pernicieuse que permettent beaucoup d'érudits lorsqu'ils oublient ce grand idéal de l'enseignement du Bouddha et se livrent seulement à de sèches divagations philosophiques et métaphysiques sur le bouddhisme. Voilà, c'est un peu là, je reviens sur l'histoire de liste, justement, hein, c'est ça. Il faut quand même garder, au final, en tête que le bouddhisme, le but, c'est de cultiver la sagesse et la compassion. Donc ces listes, elles sont là, bien sûr, pour nous aider à mémoriser des choses, elles nous donnent on va dire, des bases, mais par exemple, une personne qui retiendrait le sentier octuple, mais qui ne le pratiquerait pas du tout, ça n'a pas vraiment d'intérêt d'une certaine façon. Autant pas le retenir, j'ai envie de dire, si c'est ça, quoi. Autant retenir 2 éléments du sentier octuple et les pratiquer réellement, que retenir toute la liste et en faire aucun d'une certaine façon. C'est pour ça qu'il dit, voilà, ne pas se perdre en spéculation non plus trop sur le côté philosophique, métaphysique, etc. L'important, ça reste quand même une voie de pratique. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux insister. C'est une voie dont le but est quand même de se transformer soi-même, d'aider les gens autour de nous. Donc, il faut pratiquer les choses, quoi. Le Bouddha enseigna pour le bien du grand nombre, pour le bonheur du grand nombre, par compassion pour le monde. Voilà. Pour qu'un homme soit parfait, il y a, selon le bouddhisme, 2 qualités qu'il doit développer conjointement et également. Ça, c'est crucial. Il s'agit de la compassion, d'une part, et de la sagesse, d'autre part. Ici, la compassion englobe l'amour, la charité, la bonté, la tolérance, toutes les nobles qualités de cœur. C'est le côté affectif. Tandis que la sagesse signifie le côté intellectuel, les qualités de l'esprit. Et ça, ce qu'il va développer après, c'est vraiment intéressant et important à garder en tête, hein. Si le côté affectif seul est développé, donc si vous mettez l'accent que sur la compassion mais sans la sagesse, le côté intellectuel restant négligé, on deviendra un sot au bon cœur. C'est-à-dire, en gros, on va être
très cool avec les gens, on va avoir plein de compassion, mais en fait, on ne pourra pas forcément agir correctement parce qu'on n'aura pas la compréhension juste de ce qui se passe. On ne va pas forcément appliquer sa compassion de la façon la plus optimale. Mais si au contraire, on développe exclusivement le côté intellectuel en négligeant l'affectif, on risque de tourner à l'intellectuel desséché sans aucun sentiment pour les autres. On risque de devenir, avec une petite référence à Harry Potter, un cerf d'aigle qui reste dans son bureau à étudier les textes jusqu'au bout et qui d'ailleurs ne les applique pas pour le bien de tous les autres. Ça, c'est un risque. On a le côté devenir un énorme pouf-souffle plein de compassion, mais qui du coup est pas forcément enfin, il comprend pas forcément exactement ce qui se passe autour de lui, ou à l'inverse, un cerf d'aigle desséché dans son bureau. Donc voilà, c'était la petite référence à Harry Potter du jour. Et salut Temacha, il n'y a pas de souci. Ah, il y a Babushka, point intéressant, qui dit « Heureusement que tu expliques parce que le mot juste me heurte un peu, ce qui est juste pour l'un ne l'est pas pour l'autre. » Oui, bien sûr. On va y revenir. Bien sûr. Et salut du coup Temacha, plus. Voilà, je fais des références à Harry Potter au cas où Sophie était encore là, mais elle est peut-être pas là, donc elle m'aura pas entendu faire ma ref à Harry Potter, tant pis. Donc la perfection exige que ces deux côtés soient développés de façon égale. C'est le but de la voie bouddhiste. C'est pourquoi un vrai bouddhiste, comprenant avec intelligence et sagesse les choses telles qu'elles sont, est plein d'amour et de compassion pour tous les êtres vivants. Là, il est vraiment en train de se rapprocher de l'idéal Mahayana. On sent quand même, Walpola Raoula, dans ce livre, que par moment, il tend fortement vers le Mahayana. Non seulement les humains, mais tous les êtres. Donc voilà, la compassion qui englobe pas que nous en tant qu'êtres humains, mais on va bien sûr englober aussi les animaux, et certains iront même jusqu'à dire les plantes, les rivières, les montagnes, etc. La sagesse et la compassion sont inséparables dans la voie bouddhiste, comme nous le verrons, bien sûr. Le mot parfait aussi. Ouais, effectivement, jardin de thé. Voilà, il faut nuancer ce qu'on appelle juste ou parfait, etc. C'est juste dans un cadre bouddhiste, on va dire. Et on va justement le voir. Et on aura l'occasion, justement, ça peut être intéressant d'en discuter. N'hésitez pas à me faire part de ce que vous ressentez par rapport à ça. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous choque? Est-ce qu'il y a des choses qui vous posent problème? N'hésitez pas à soulever les questions, à les poser et tout. Il n'y a vraiment pas de questions bêtes, hein. J'insiste bien sûr là-dessus. N'hésitez pas à poser vos questions, ça permet de rebondir et d'ouvrir la discussion, c'est très intéressant toujours. La conduite éthique, Scylla, donc, est basée sur l'amour et la compassion, et elle comprend 3 facteurs du noble sentier octuple. La parole juste, l'action juste, les moyens d'existence juste. Donc c'est le numéro 3, 4 et 5. Alors qu'est-ce que c'est que la parole juste, d'un point de vue bouddhiste? Comme ça on va y venir. La parole juste signifie l'abstention de 1. Du mensonge, de 2. De la médisance, de la calomnie et de toute parole susceptible de causer de la haine, de l'inimité, de la désunion, la désharmonie entre les individus ou les groupes. De 3. De tout langage qui soit dur, brutal, impoli, malveillant, injurieux. Et enfin 4. De bavardage oiseux, futile, vain et sot. Donc on ne ment pas, on essaie de ne pas mentir, en tout cas on essaie au maximum. À nouveau, c'est un sentier, ça ne veut pas dire vous devez le faire le plus parfaitement possible, là maintenant, là vous avez lu la liste, à partir de demain, vous le faites parfaitement. Non, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire dans les circonstances de votre vie à laquelle vous êtes soumis, quand est-ce que vous pouvez essayer d'appliquer ces éléments? Est-ce que vous pouvez essayer de temps en temps, par exemple, si vous pouvez éviter de mentir, est-ce que vous pouvez le faire? De la médisance, est-ce que vous pouvez éviter de critiquer vos collègues au boulot? Ça peut être sympa. De tout langage dur, brutal, impoli, est-ce que vous pouvez essayer d'éviter d'insulter les gens quand vous êtes en train de conduire et qu'un mec vous double dans un endroit où il pourrait potentiellement tuer des gens? Ça, c'est quelque chose que j'ai moi-même du mal à faire. Je suis pas quelqu'un qui suis vraiment violent au volant, pas du tout. Je conduis plutôt de façon pépouse. Je suis pas agressif ni quoi que ce soit. Mais par contre, les mecs qui me doublent dans des virages, en plus j'habite en montagne, dans des virages que tu n'as pas de visibilité, ou si le mec, il fait pas gaffe et il y a quelqu'un qui vient en face, on meurt tous, ça me rend fou. Donc il m'arrive parfois d'insulter un petit peu les gens. Donc puis-je essayer d'éviter ce langage dur et brutal dans ce cas de situation, d'autant plus que le mec, ça changera rien, hein, je gueule juste pour moi. Hein. Et les bavardages oiseux, futiles, vains et sots. Celui-là, c'est presque, pour moi, bizarrement, celui que je trouve le plus dur à appliquer, dans le sens où, en tant qu'être humain, on est tellement habitué, en tout cas dans notre société actuelle, hein, je ne sais pas comment c'était avant, mais dans notre société actuelle, on est tellement habitué au fait de discuter des fois pour ne rien dire, c'est juste socialement
normal en fait. Genre, t'arrives au boulot, tu vas demander à tes collègues, oui, comment ça va, t'as fait quoi de ton week-end. En réalité, c'est pas forcément que ça t'intéresse particulièrement et que c'est pas forcément que c'est très utile non plus. Mais de l'autre, en tant qu'être humain, c'est difficile de faire autrement parce que sinon, tu passes pour un mec qui est tout fermé et puis qui s'intègre pas. Donc, à nouveau, c'est un chemin. Il faut aussi l'appliquer de la façon la plus pratique et, on va dire, efficace dans vos circonstances actuelles. Je pense qu'effectivement, se passer de bavardage oiseux, futile, vain et sot, par exemple, quand on est dans une circonstance d'un travail avec des collègues, c'est honnêtement, globalement pas faisable. Par contre, bah, effectivement, dans d'autres circonstances, ça peut peut-être être l'occasion d'éviter de le faire. Mais en réalité, c'est difficile. Il faut aussi se garder en tête que une grande partie de ces éléments-là qu'on traite s'adressaient en priorité à des moines. Et effectivement, là, pour le coup, on comprend beaucoup mieux la logique, où pour un moine, le but, c'est qu'il évite de parler de la pluie et du beau temps, s'il peut éviter. Le but, c'est qu'il se concentre sur des paroles et des choses qui ont réellement du sens. Mais voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire. Hein. Ah, il y a Lady Morgan qui dit « Je suis rôde rageuse ». Et j'habite à Lyon. Ouais, bah, alors déjà, ça doit pas aider non plus. Personnellement, je travaille à utiliser le mot saperlipopette pour m'énerver plus poliment. Bah voilà, non mais c'est bien. Par exemple, tu vois, ça, c'est une bonne idée. Par exemple, plutôt que d'utiliser vraiment un langage qui soit dur, tu peux essayer d'utiliser un langage qui soit un petit peu plus doux, jusqu'à ce que c'est peut-être arrivé au bout d'un moment à éviter de le faire, tu vois. Et Gulli qui dit « J'imagine trop ma voisine m'interpeller pour bavarder quand je passe et moi qui lui réponds « Ah non !» Le Bouddha a dit « Par la main, par la maman !» Non mais voilà, et c'est là, tu vois, où il y a la limite par rapport à ça, qui est de dire, bah oui, dans la vraie vie, surtout si vous n'êtes pas moine, franchement, le coup des bavardages oiseux, futiles, vains et sots, si vous faites pas ça à un minimum, vous allez vraiment passer pour Joe la sociale, quoi. Voilà. Voilà, et c'est ça, Dag qui le dit, hein, rappeler régulièrement que ce genre de choses était initialement destiné aux moines, aide à prendre un peu de recul. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que on n'est pas des moines, on vit pas dans un monastère, on vit dans un monde normal où les gens, entre guillemets, sont autour de nous et sont normaux. Donc, qu'est-ce qu'on peut appliquer? Moi, je pense qu'effectivement, éviter au maximum de mentir quand on peut, ça veut pas dire ne jamais mentir, hein, bien sûr, mais déjà, quand on peut au maximum essayer de le faire, ça me paraît faisable. Éviter de trop critiquer ses collègues, pareil, ça c'est un peu un sport national dans les entreprises, hein, et puis même pas que dans les entreprises, dans les groupes de potes et tout. Ça, si on peut éviter de le faire, c'est cool. Le langage brutal et dur, pareil, si on peut éviter de le faire, c'est cool. Moi, je jure pas mal hein, quand je parle, donc ça, c'est quelque chose sur lequel je pourrais travailler, par exemple. Dagdeg qui dit « On n'a pas le statut de moine. Si un moine ne parle pas pour ne rien dire, ça choque moins que si c'est Josué Moavani d'en face. » Mais c'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. Le moine, c'est normal qu'il garde d'une certaine façon le silence, en fait. Il ne parle pas pour le rien dire. Oh, ben, elle aurait pu s'appeler Josué, ta voisine Dagdeg. Hein. Josiane. Josie. C'est Josie, la voisine. Donc voilà, ça c'est du coup, on était sur la parole juste. Donc vous voyez déjà, rien qu'avec la parole juste, on est déjà sur des discussions déjà. Comment est-ce qu'on l'applique? Et c'est pour ça que ça reste un chemin, hein. Ça reste un chemin à nouveau. C'est pas un truc à prendre, c'est pas un commandement. On n'est pas dans les 10 commandements, pas le film comique, mais on n'est pas dans les 10 commandements. Je veux dire, c'est pas des trucs genre tu ne tueras point. Non, on n'est pas à ce niveau-là d'exigence. On est sur un chemin. Voilà. J'ai utilisé beaucoup de fois le mot chemin. Nanana, convenable, noble. Ah voilà, c'est ça. Du moment qu'on s'abstient de toutes ces formes de paroles fausses et nuisibles, on doit dire la vérité, on doit employer des mots amicaux et bienveillants, agréables et doux, qui aient du sens et qui soient utiles. On ne doit jamais parler négligemment, mais au moment et au lieu convenable. C'est là le plus dur à faire. Hein. Si on n'a rien d'utile à dire, on devrait garder un noble silence. Donc effectivement, s'il y a Josiane qui arrive et qui fait « Ah, vous avez acheté du pain ce matin », vous faites. Et vous rentrez chez vous et elle va penser que vous êtes taré. Dagdag qui dit si à 40 ans t'as pas la voisine, Josie, t'as raté ta vie. Ouais, mais clairement, il faut la. Putain, il y a Glee la même. Ma voisine s'appelle Josie aussi, mais c'est incroyable. Comme toutes les voisines du monde. En fait, c'est l'archétype. Il y a les Karen aux États-Unis là qui. Et nous, on a les Josie, les voisines. Ouais, pour les collègues, ça va être difficile. Non, mais voilà, c'est clair. Moi, je trouve vraiment la parole juste pour moi. C'est dans le cadre du travail dans une entreprise. C'est le plus difficile à appliquer. J'ai bossé 10 ans dans une grosse multinationale. Ouah, des fois je pensais au sentier octuple, la parole juste, j'étais genre oh mon gars là t'y es pas, hein. Ouh putain. Et voilà, je viens de jurer encore. No, c'est tellement dur.
Pardon. Alors, on va continuer. L'action juste. L'action juste vise à promouvoir une conduite morale honorable et pacifique. Nous sommes exhortés à nous abstenir de détruire la vie, du vol, des transactions malhonnêtes, de rapports sexuels illégitimes et à aider les autres à mener dans la voie droite une vie pacifique et honorable. Donc là, c'est la version, on va dire, presque plus laïque, dans le sens où on va nous dire éviter les rapports sexuels illégitimes, par exemple. Dans le cas des moines, historiquement, ça aurait été no sexe. Ça, at all, rien du tout. Et voilà, abstenir de détruire la vie, donc ça passe par le fait d'éviter de tuer, ne serait-ce que des insectes, de façon consciente. Bien sûr, inconsciemment, sans faire exprès, ça peut arriver. Je peux marcher sur des fourmis en allant dans mon jardin, mais c'est une différence entre ça et volontairement écraser des tas de fourmis. Après, il y a la question du qu'est-ce que vous faites quand vous avez des fourmis qui rentrent dans votre cuisine. Question qu'on peut se poser. Je vous laisse réfléchir à ça. Transaction malhonnête, bien sûr, essayer d'éviter d'arnaquer les gens. Aider les autres à mener leur voie publique une vie pacifique, droite et juste. Bon, assez logique, l'action juste. Mais pareil, ça pose par moments des soucis. Parce que je disais, typiquement, vous avez une invasion de fourmis dans votre cuisine. Qu'est-ce que vous faites? Voilà, suspense. Les moyens d'existence justes. Cela signifie qu'on devra s'abstenir de gagner sa vie dans une profession qui soit nuisible aux autres, comme le commerce des armes et les instruments meurtriers. Donc éviter de bosser dans un magasin de pistolets. Le commerce de boissons enivrantes et des poisons, peu commun, le commerce de poisons de nos jours, c'est tombé un peu en désuétude. La mise à mort des animaux, tricher, etc., et que l'on doit vivre une profession honorable, irréprochable et qui ne puisse pas nuire aux autres. Il est donc clair que le bouddhisme s'oppose fermement à toute forme de guerre, puisqu'il pose comme principe que le commerce d'armes et d'instruments meurtriers est un moyen d'existence qui est mauvais et injuste. Toujours le même type de question. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, quand on est dans une situation où on n'a pas le choix que de travailler dans un abattoir, par exemple, parce que tous les autres jobs t'ont refusé et tu as absolument besoin d'argent? Ouais. Voilà. Pareil, la question des boissons, boissons enivrantes. Est-ce que bosser dans un magasin d'alcool, c'est vraiment problématique? Peut-être d'une certaine façon, mais en réalité, c'est pas toi qui bosses dans le magasin qui vend de l'alcool, qui bosse à Hyperboisson. C'est pas forcément toi le problème, en fait. Le problème, c'est l'alcoolisme. C'est pas forcément toi qui vends les boissons. Voyez le type de questions qui peuvent se poser et qui vont se poser à l'avenir aussi. À partir du moment en fait, où le sentier octuple s'applique à des personnes non moines, laïques ou des moines comme moi qui vivent comme des gens normaux, se pose tout de suite un certain nombre de problématiques et de questions. Donc à nouveau, c'est pas des commandements, j'insiste là-dessus. Donc c'est à vous aussi en tant que personne de vous dire, ok, comment est-ce que je peux faire pour essayer de vivre ça au mieux? Moyen d'existence juste, qu'est-ce que j'entends par ça? Parce que là aussi, Walpola Raoula va nous donner une définition. Est-ce que c'est la seule qui est possible? Est-ce que je peux imaginer d'autres définitions, d'autres façons de comprendre les moyens d'existence juste et l'appliquer à moi si je suis dans une situation où je n'ai pas le choix que de vivre une profession qui va à l'encontre de ce qui est listé ici? Par exemple, je sais pas, je travaille dans l'armée, par exemple. Pas moi, mais par exemple. Non, alors, il y a Glee qui non, c'est nécessaire l'huissier, même pour la société et les biens communs, comme métier nuisible, huissier, ça compte. Voilà. Non, mais voilà. Alors après, voilà, moi, je suis pas là pour juger vos tafs. Qu'on soit bien clair, ce n'est pas mon boulot, je ne juge pas vos tafs. La question, c'est vraiment entre vous et vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous vous sentez par rapport à ça? Tu peux être infirmier. Voilà, Dagdeg pose une bonne question. Tu peux être infirmier dans l'armée. Techniquement, tu es dans l'armée. Mais de l'autre, tu sauves des gens. Voilà. Donc c'est pas noir et blanc, tout est gris, tout est nuancé, mais ça permet de réfléchir à ça. Et c'est pour ça quand on disait juste, c'est juste par rapport à un certain angle, à une certaine approche, mais ce n'est pas un commandement ferme. Voilà. Ces trois facteurs du sentier octuple, la parole juste, action juste, moyen d'existence juste, concernent la conduite éthique. On doit comprendre que la conduite éthique et morale qu'enseigne le bouddhisme vise à assurer une existence heureuse et harmonieuse, à la fois pour les individus et pour la société. Donc on le fait pour soi, mais on le fait aussi pour les autres. Cette conduite morale est considérée comme la fondation indispensable de toute réalisation plus élevée. Aucun développement spirituel n'est possible
sans cette base morale. Ça, c'est un point aussi qui va être pas mal développé dans le Theravada. C'est cette idée que si déjà vous ne cultivez pas, en parallèle de la méditation, ce genre de choses, si vous ne cultivez pas le côté éthique, vous allez à un moment avoir un problème. Dans le sens où si vos actions, si votre parole et si votre métier n'est pas forcément adéquate, ou en tout cas génère de la souffrance, blesse les autres, etc., il est possible que ce soit un moment un frein aussi à votre pratique spirituelle, à votre méditation ou aux choses comme ça, dans le sens où votre esprit ne va pas forcément être en paix, parce qu'au fond de vous, vous savez par exemple que vous n'arrêtez pas de critiquer les gens, que vous leur faites du mal avec ce que vous dites, donc à un moment ça va remonter à la surface. Pareil avec vos actions. Si vous êtes régulièrement violent ou que vous êtes agressif, etc., à un moment, ça peut être un frein à la méditation. Donc le Bouddha va dire effectivement cultivez bien cet élément-là. C'est quelque chose qui est important aussi pour l'aspect spirituel et l'aspect plus méditation. Voilà, et Babushka qui disait par exemple aussi les policiers ont des armes. Voilà, par exemple aussi. Voilà. Mais de l'autre, ils œuvrent au bien de la société dans la majorité des cas. Et voilà, c'est intéressant à discuter, n'est-ce pas? Vient ensuite la discipline mentale, qui comprend 3 autres facteurs du sentier octuple. Donc on avait vu les 3, là on en revoit 3, on arrive à 6. Ces 3 éléments, ce sont l'effort juste, l'attention juste, la concentration juste. Donc là on parle de discipline mentale. L'effort juste est la volonté énergique de 1. Faire l'obstacle à l'apparition des états mentaux qui soient mauvais et malsains. De se débarrasser des états néfastes existant déjà chez l'homme, et de faire apparaître les états mentaux bons et sains qui n'existent pas encore. De développer et amener à la perfection les états mentaux bons et sains qui sont déjà présents. Donc ça, c'est l'effort juste. Donc c'est essayer en fait de travailler sur soi pour cultiver des états mentaux qui soient des bons états mentaux. C'est-à-dire essayer d'éviter par exemple de se complaire dans je sais pas, le fait d'apprécier des trucs qui sont vraiment très sombres, qui vont d'une certaine façon nous choquer, etc. Cultiver des états mentaux qui soient bons, pleins de compassion, qui soient doux, plutôt que des états mentaux qui soient mauvais, qui soient générateurs de souffrance pour soi et potentiellement derrière pour les autres. Jardin de Thé qui dit le métier est parfois compliqué avec l'éthique. Exactement, oui, exactement. Donc voilà, essayer de faire obstacle à ces éléments qui soient plus négatifs. L'effort juste aussi peut être compris comme essayer de cultiver au maximum les autres éléments du sentier octuple dans la mesure du possible. Ensuite, il dit l'attention juste consiste en une attention vigilante, à prendre soigneusement conscience des activités du corps, des sensations et des émotions, des activités de l'esprit, des idées, pensées, conceptions. Donc ça, bien sûr, ça va avec le reste aussi du sentier octuple. C'est pour ça qu'il disait les différentes branches sont reliées les unes avec les autres. L'attention juste va vous permettre de prendre conscience de ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire, c'est faire un peu plus attention à ce qu'on est en train de penser, à ce qu'on est en train de dire, à ce qu'on est en train de faire. Donc bien sûr, si vous ne cultivez pas l'attention, des fois vous n'allez même pas vous rendre compte, par exemple, que vous êtes super énervé et que vous êtes en train d'envoyer chier tout le monde autour de vous parce que vous êtes de mauvais poil. Et donc pour du coup pouvoir cultiver peut-être une action qui soit meilleure, une parole qui soit meilleure dans un état où on est déjà énervé, la première chose, c'est d'avoir l'attention juste, l'attention suffisante pour se rendre compte déjà qu'on est énervé. Et peut-être en se rendant compte qu'on est énervé, on va dire ok, je suis énervé, mais c'est pas pour ça que je dois aller m'énerver sur tous les gens qui sont autour de moi. L'énervement, c'est entre moi et moi. Donc je peux, grâce à l'attention juste, me rendre compte de ça. Et du coup, malgré cet état personnel qui est aujourd'hui je suis de mauvais poil, cultiver quand même une pensée qui soit plus juste, une action qui soit plus juste, etc. etc. Donc l'attention, bien sûr, là-dessus est importante. Et il parle ensuite de la pratique de la concentration sur la respiration, qui est un des exercices bien connus. Donc la concentration, là c'est l'exercice qu'on fait ensemble à la fin des lives, un exercice bien connu concernant le corps qui est pratiqué en vue du développement mental. Plusieurs autres manières de développer l'attention en relation avec le corps comme moyen de méditation. Voilà, il y a pas mal d'autres techniques, hein. Il ne faut pas se limiter à la méditation sur le souffle, mais c'est un des classiques, c'est aussi une des formes qui est peut-être la plus facile à mettre en place. Donc pour ça que lui la recommande et que moi aussi je la recommande en fin de live pour ceux qui souhaitent le faire. En ce qui concerne les sensations et les émotions, on doit se rendre clairement conscient de toutes leurs formes,
plaisantes, déplaisantes ou neutres, comme elles apparaissent et comme elles disparaissent. Donc là, c'est ce qu'on fait aussi, c'est dont on avait déjà parlé, hein, le fait de se rendre compte que voilà, les sensations sont positives, négatives ou neutres et qu'elles apparaissent et qu'elles disparaissent. Pour ce qui est des activités mentales, on doit se rendre compte si l'esprit est animé par la convoitise ou non, s'il abandonne la haine ou non, s'il se laisse tromper par une illusion ou non, s'il est distrait ou au contraire concentré. On doit être ainsi attentif à tous les mouvements de l'esprit, s'aviser de la manière dont ceux-ci apparaissent et disparaissent. Donc à nouveau, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Mais je vais dire à notre niveau, les personnes normales, c'est plus effectivement ce que je disais avant, c'est-à-dire essayer de être plus attentif à ce qui se passe autour de nous, mais surtout à la façon dont nous, on va réagir. C'est plus cette attention sur nos états mentaux. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis triste? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis un peu énervé? Est-ce que là, ça va mieux? Est-ce que je me sens fatigué? Parce que la façon dont on va se sentir reste des fois souvent inconsciente, et c'est cette façon qu'on a de se sentir, parce qu'on est fatigué aujourd'hui, parce qu'on est stressé, parce qu'on est énervé, qui va faire qu'on va agir d'une façon ou d'une autre euh, sur les circonstances qui nous entourent. On va être peut-être plus dur avec notre entourage, on va être peut-être plus impatient. Et donc voilà, l'attention, c'est essayer de se rendre compte de ça pour ensuite pouvoir derrière agir dessus. Et c'est en ça que la méditation peut aider, hein, notamment ne serait-ce que la méditation sur le souffle, parce qu'en fait, le fait de pouvoir pratiquer, le fait de pouvoir simplement s'isoler du reste du monde, d'une certaine façon, du reste des causes et des conditions, et juste de s'installer sans bouger et de mettre notre attention sur quelque chose, ça entraîne notre attention, ça aiguise notre attention, et ça permet des fois de prendre peut-être conscience plus vite que d'autres personnes de nos propres états mentaux, etc. Et donc de pouvoir agir en conséquence. Et dire enfin, quant aux idées, aux pensées, aux conceptions et choses, on doit s'aviser de leur nature, savoir comment elles apparaissent, comment elles disparaissent, comment elles se développent, comment elles sont supprimées ou détruites, et ainsi de suite. Ces 4 formes d'entraînement mental, de méditation, sont traitées en détail dans un sutra que je ne prononcerai pas parce que je ne sais toujours pas prononcer le pali, Discours sur l'établissement de l'attention. Voilà. Et je crois qu'il le liste à la fin, je crois qu'il le donne en traduction à la fin de ce petit livre-là, donc ceux qui l'ont, vous pourrez aller regarder. Mais voilà, en tout cas, la première de ces pratiques-là, je trouve reste celle sur le souffle reste la plus simple, mais d'une certaine façon, elle aide aussi à cultiver les autres autour. Ah, Sarah Cottage, bon, salut tout le monde, mon réveil n'a pas sonné, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je ferai un petit sondage fin de live, tu m'y fais penser d'ailleurs, je risque d'oublier parce que des fois je pars sur autre chose. J'aimerais faire un sondage avec vous à la fin du live quand il y aura à peu près le plus de monde, pour savoir si justement, est-ce que cet horaire de 8 heures est le plus adapté ou est-ce qu'on devrait par exemple décaler à 9 heures? Est-ce que poser à 9 heures, ça poserait problème à certains d'entre vous ou pas? Est-ce qu'à l'inverse, ça vous arrangerait de commencer un petit peu plus tard? Parce qu'en fait, je regardais les stats de Twitch et en fait, il y a plus de monde, bizarrement. Il y a un peu plus de monde à partir de 9 heures en général sur Twitch. Moi, à la base, je l'avais mis à 8 heures parce que je m'étais dit que ça pourrait aider certaines personnes à suivre le live avant d'aller au travail, par exemple. Mais peut-être que je me trompe et que la plupart d'entre vous sont déjà en télétravail plus ou moins ou travaillent à leur propre rythme. Et du coup, ça les arrangerait plus de ne pas avoir à se lever trop tôt pour suivre le live. Donc, je ferai un petit sondage à la fin pour voir ce que vous en pensez. Et ça me permettra de retester le sondage que l'autre coup j'avais essayé de faire et qui, pour une raison obscure, n'avait pas marché. Donc voilà, on retestera ça. Ça me permettra d'avoir vos avis là-dessus. Bon, moi, ça change rien que je commence à 8h ou à 9, vu que je fais mes horaires. C'est plus comme vous, ça vous arrange d'une certaine façon. Alors, le troisième et dernier facteur de la discipline mentale est la concentration juste, qui conduit aux 4 étapes de dhyana, qu'on désigne généralement par les mots transe et recueillement. Donc là, la concentration juste, en fait, ça va être la capacité à calmer son esprit. À la première étape de dhyana, donc là, en fait, il va donner ce qu'on appelle dhyana, en fait, ce sont vraiment des étapes de recueillement, des étapes de méditation, qui sont des étapes de calme mental qui sont de plus en plus profondes. Donc il dit à la première étape de dhyana sont repoussés les désirs passionnés, certaines pensées malsaines comme celle de la concupiscence, de la malveillance, de langueur, de tracas, l'excitation et le doute, mais sont conservés les sentiments de joie et de bonheur, ainsi qu'une certaine activité mentale. Donc en fait, on va calmer le mental et en fait, ça va limiter les pensées négatives et faire remonter les choses plus positives. À la seconde étape, disparaissent toutes les activités mentales, tandis que la tranquillité et la fixation unificatrice de l'esprit se développent. Donc, par exemple, dans la méditation sur le souffle, vous allez arriver à un stade où en fait, vous ne ressentez, vous ne
vous n'avez plus que conscience du souffle. Tout le reste autour disparaît. À la fixation. À la troisième étape, le sentiment de joie, qui est une sensation active, disparaît aussi, tandis que persiste la disposition de bonheur avec une équanimité consciente. Donc là, en fait, vous ressentez une sorte de... Ce n'est plus de la joie pure, c'est vraiment une espèce d'égalité dans les sentiments, quelque chose de très calme. Et enfin, à la quatrième étape, toute sensation même de bonheur ou de malheur, de joie ou de peine disparaît. Seule l'équanimité et la pure attention demeurent. Donc là, en fait, c'est des états de méditation qui sont de plus en plus profonds, qui sont honnêtement assez difficiles à atteindre pour une personne qui vit une vie normale. Ça, pour moi, c'est plus on va dire, à destination des moines. Si vous n'êtes pas moine, la concentration juste, vous pouvez aussi simplement l'appliquer un peu comme l'attention. C'est le fait d'être un peu plus concentré sur ce qu'on fait. Essayer de cultiver le côté plus, on va dire, calme mental. Mais ça peut être simplement via la méditation. Et si vous n'en êtes que vraiment à la première étape de méditation, c'est aussi très très bien, quoi. Ah, c'est Val qui dit ça, j'en ai bien besoin, le calme mental. Mais sur ça, je pense, ne serait-ce que la pratique de la méditation sur le souffle, comme on le fait ensemble, ça peut peut-être te faire du bien, par exemple. À voir si ça te plaît ou pas. Kogai-san qui dit j'aime équanimité consciente, le genre d'expression que tu sors pendant un apéro assez clair pour te la péter. Oui, alors moi, je cultive l'équanimité consciente. Oui, je médite 13 heures par jour. Apéro de haut niveau chez Kogai-san. Ah ouais, les apéros chez Kogai-san, c'est pas les mêmes que chez nous. Hein. On va pas se poser devant un petit Time's Up là, ou devant un Mario Kart. On va parler d'équanimité consciente. Quand vous voulez, mais avec plaisir, Kogai-san, nos petits apéros ensemble, à fond. Ainsi, l'esprit est entraîné, discipliné et développé par l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. On voit quand même qu'aujourd'hui, le sujet est quand même plus light, c'est moins... Enfin, ça reste plus compréhensible, ça reste moins dans la philosophie pure, c'est plus pratique d'une certaine façon, parce que je trouve le ton aujourd'hui plus détendu, c'est quand même moins grillage de cerveau que les 3 autres nobles vérités des derniers vendredis. Là, voilà, je trouve et puis c'est des sujets, je trouve, qui sont plus propices d'une certaine façon à la discussion, parce qu'effectivement, comme c'est pas des commandements, c'est un peu à chacun de discuter en disant, tiens, comment tu comprends cet aspect du sentier octuple, comment est-ce que tu voudrais l'appliquer, voilà. Je trouve c'est plus propice à des bonnes discussions où le cerveau est déjà cramé, donc ça fait plus si mal. Ouais, peut-être c'est ça en fait. On monte notre jauge, on monte notre barre d'XP de cramage de cerveau, et du coup, notre barre elle monte au fur et à mesure. Donc là maintenant vous êtes déjà un peu rodé. Il en faut plus pour vous cramer les cerveaux que ça. Là vous êtes, ça c'est facile ça, à ce stade-là. Nous avons maintenant passé en revue les 6 facteurs du sentier octuple qui font l'objet de la conduite éthique, de la discipline mentale. Il en reste 2 qui sont la pensée juste et la compréhension juste, qui vont constituer le 3e élément qui est la sagesse. La pensée juste concerne les pensées de renoncement, de détachement non égoïste, les pensées d'amour et de non-violence étendues à tous les êtres. Il est intéressant et très important de remarquer que les pensées de détachement non égoïste, d'amour et de non-violence sont groupées dans la sagesse. Cela montre clairement qu'une sagesse véritable doit être pourvue de ces nobles qualités, c'est-à-dire qu'elle doit être pourvue de la compassion envers les autres. C'est pas, comme on le disait au début, c'est pas une sagesse de bibliothécaire ou d'érudit qui pratique la lecture dans son coin et qui ne l'applique pas. Non, la compassion est inclue là-dedans. Cela montre clairement qu'une sagesse véritable doit être pourvue de ces nobles qualités et que toutes les pensées de désir égoïste, de malveillance, de haine, de cruauté sont le résultat d'un manque de sagesse dans toutes les sphères de la vie, individuelle, sociale ou politique. Là, c'est bien, il ramène là-dessus, là, c'est bien. Excusez-moi. J'aime assez Walpola Raoula là-dessus, c'est que il a tendance vraiment à éviter juste ce côté trop détaché et à ramener les choses, notamment de temps en temps, il fait des petits pics à la politique et à ces choses-là en ramenant ce discours, en disant ce discours doit être vécu. Et donc ce discours n'inclut pas que soi-même, mais il inclut les autres et il inclut bien entendu également aussi la sphère plus large de la société, donc les questions également d'ordre politique. Et on a des dirigeants, à l'époque c'était des rois, le côté démocratique n'était pas encore là, qui ont essayé vraiment de mettre en place cette vision bouddhiste du monde dans leur société. Un exemple, c'est le roi Asoka, qui est un des rois les plus connus du bouddhisme au sens large. Au Japon, on a Shotoku Taishi, prince Shotoku, qui pareil a essayé d'appliquer à la politique et à la société, du coup, ces valeurs du bouddhisme,
par exemple, en évitant, dans le cas d'Asoka, en ayant plus de respect, par exemple, pour les autres religions, en essayant de ne pas cultiver une intolérance. Hein. Donc, lui, il était bouddhiste, il croyait vraiment au message bouddhiste, mais il disait aux gens, respectez également les autres religions, on a à apprendre des autres religions. Ne pas cultiver, justement, éviter d'aller en guerre avec les autres pays, éviter les peines qui soient des peines cruelles pour les criminels, etc., etc. Donc il y a des gens vraiment qui ont essayé d'appliquer ce message bouddhiste à la politique parce que bien sûr, ça ne peut pas rester que quelque chose qui soit fermé sur soi-même. Ouais, clairement, si on interprète le sentier octuple de façon monothéiste, dit Dagdeg, c'est quasi impossible à pratiquer. Exactement, ouais. Serval qui dit je compte essayer de l'éteindre, de teindre mon cerveau, il pense trop. Ah, et ça, c'est des fois les problèmes. Les personnes qui sont trop, dont le cerveau fonctionne trop vite et qui pensent trop, ça, c'est effectivement, ça peut être très fatigant, ouais. Babouchka qui dit plus léger, mais pas évident à mettre en pratique. Je suis entièrement d'accord. Hein. Bien entendu, bien entendu. Donc voilà, la pensée juste, hein, donc c'est essayer de cultiver une pensée qui soit pleine de compassion, qui soit non égoïste, qui soit pleine donc de renoncement pour les désirs, etc., etc. Pas évident. Bah je peux. Babouchka qui dit je peux me planter, mais je pense qu'en réalité on est obligé de nuancer. Oui, oui, tout à fait. Surtout nous qui ne sommes pas moines, hein, on vit pas dans un monastère. On a aussi un cadre social qui fait que certains éléments de ce sentier octuple sont plus ou moins difficiles à pratiquer. Bien entendu, bien entendu. La compréhension juste, donc là on avait vu la pensée juste, et il nous reste le dernier qui est la compréhension juste. La compréhension juste consiste à comprendre les choses telles qu'elles sont. Ce sont donc les quatre nobles vérités qui les expliquent telles qu'elles sont. Ainsi, la compréhension juste se réduit finalement à la compréhension des quatre nobles vérités. Cette compréhension est le plus haut sagesse qui voit la réalité ultime. Il y a, selon le bouddhisme, deux sortes de compréhension. Ce que nous appelons généralement compréhension est une sorte de connaissance, une mémoire accumulée, la connaissance actuelle d'un sujet. Donc là, il va se mettre en opposition entre la compréhension en disant je comprends les maths, je comprends la biologie, et la compréhension vraiment au sens plus spirituel, qui va être de dire ben, je comprends la nature des choses telles qu'elles sont, impermanentes, sujettes aux conditions, aux causes et conditions, qui apparaissent et qui disparaissent en permanence, sans être, sans âme, etc. Donc ça, c'est la différence de ces deux niveaux hein, de compréhension, bien sûr. Il le dit, hein, cela est... voilà, accumulé, cela est désigné dans le bouddhisme sous le nom de connaissance selon quelque chose. Je connais les maths, je connais la philosophie, je connais l'histoire-géographie. Cela n'est pas très profond au sens bouddhiste. Hein. Je ne veux pas dire que c'est pas profond, ce n'est pas très profond au sens du bouddhiste. On peut aller plus loin. La véritable compréhension profonde s'appelle pénétration des choses, c'est voir les choses dans sa nature véritable, sans nom ni étiquette. Cette pénétration des choses n'est possible que lorsque l'esprit est libéré de toute impureté, qu'il est complètement développé par la pratique de la méditation. Donc à nouveau, il rejoint ici les différents éléments du sentier octuple qui communiquent les uns avec les autres. Donc c'est vraiment dans ce sens du sentier octuple, voir les choses telles qu'elles sont réellement. Après ce bref exposé du sentier, on voit qu'il est une manière de vivre qui peut être suivie, pratiquée et développée par chaque individu, dans la mesure de sa situation. C'est une discipline du corps, de la parole et de l'esprit, un développement et une purification de soi par soi-même. À nouveau, il n'y a pas de Dieu par-dessus vous qui vont vous dire « Ouais, attends, et la parole juste aujourd'hui, là, Greg? Ah, ça va faire mal, ça, hein? Ah non, punition ?» Non, c'est pas la logique. Là, en fait, dans le sentier octuple, c'est vous versus vous. Vous êtes votre plus grand ennemi d'une certaine façon. Vous êtes aussi votre juge par rapport à ça. C'est à vous de voir comment vous voulez l'appliquer. C'est à vous de voir les bénéfices au niveau spirituel, personnel, etc. que vous allez en retirer. Je ne parle pas de bénéfices d'argent, hein, je parle de choses utiles, on va dire, d'un point de vue personnel. C'est-à-dire que vous allez voir vous-même les potentiels effets qui vont être générés quand vous allez appliquer ce sentier octuple. Mais c'est vous le juge. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas un dieu, ce n'est pas... voilà, il n'y a personne qui va vous dire au-dessus attention, hein, le sentier octuple. Hein. Non, non, c'est pour vous envers vous. Cela n'a rien à voir avec la croyance, la prière, l'adoration ou les cérémonies. Dans ce sens, il ne contient rien qui puisse être populairement appelé religieux. Ça, c'est vrai que c'est intéressant. C'est un sentier qui conduit à comprendre la réalité ultime, à accomplir la liberté, le bonheur et la paix, par la perfection morale, spirituelle et intellectuelle.
Ça, c'est intéressant et je suis assez d'accord avec lui dans le sens où on pourrait tout à fait appliquer le sentier octuple, par exemple en étant chrétien, en étant athée, et cetera. C'est des choses qui ne demandent pas réellement de sens, religieux, à mon avis et c'est pour ça peut-être que moi ça m'avait marqué au tout début de justement de mon chemin de petit bouddhiste, quand j'avais commencé et que j'avais lu Le bouddhisme pour les nuls, que j'étais tombé du coup sur le sentier octuple. Ça m'avait parlé à l'époque parce qu'en fait, moi qui n'étais à ce moment-là pas forcément enclin à me définir selon une religion ou à pratiquer une religion, mais qui recherchait plutôt à comprendre le bouddhisme pour comprendre les auteurs que j'étais en train de lire, les auteurs américains de la Beat Generation que j'étais en train de lire, mais qui d'une certaine façon commençait à se poser des questions quand même, n'était pas tout à fait satisfait de sa vie actuelle. Je me suis dit, ah mais attends, c'est vrai que ça c'est logique, ça s'applique. C'est logique en fait d'essayer d'éviter d'insulter les gens, d'essayer d'être plus gentil avec une parole juste, d'essayer d'être moins agressif dans mes actions, d'essayer de cultiver une pensée qui soit plus positive, plus douce, plus agréable pour les gens autour de moi. Au maximum d'éviter de bosser dans une industrie de clopes si je peux éviter. Enfin, c'est des choses que, voilà, qui me paraissaient applicables sans forcément avoir à me définir comme un bouddhiste, à me définir selon une religion. Voilà, je trouvais ça pratique et puis voilà, applicable d'une certaine façon. Voilà, Kogasan dit c'est bien ce que tu dis car tout le monde peut suivre ses principes. Voilà, c'est ça. En les appliquant en fonction de ses conditions. Complètement, chacun a sa côté, je dis complètement, chacun peut l'appliquer. Yes. Voilà, on est d'accord. En fonction de ses conditions. J'insiste, hein, je vais insister là-dessus, hein, mais pour moi, ça reste quand même toujours un des points les plus cruciaux, cruciaux, non, ça c'est Harry Potter aussi, des plus cruciaux du bouddhisme, qui est les moyens adaptés, dont on parle quasi systématiquement, mais qui reste une des bases. Eh bien, les moyens adaptés font que adapter le sentier octuple à vos propres conditions, aux situations dans lesquelles vous êtes, pour éviter aussi de passer et de vous couper des gens ou de passer pour un gros asocial. Hein. Faites-le au maximum de vos capacités, aussi quand vous en avez conscience. La plupart du temps, on est tous pris dans nos actions, dans notre tête, dans notre travail, dans nos soucis et nos tracas. La plupart du temps, on ne se rend pas compte de ça. Mais si de temps en temps, vous réalisez que ah ouais, là c'est vrai que je suis en bagnole, je suis peut-être en train de m'énerver pour rien en fait, là ça sert à rien. Au final, qu'est-ce que ça m'apporte? Je suis juste en train de générer de l'énervement qui génère de l'énervement. Peut-être qu'à ce moment-là, vous allez repenser au sentier octuple et vous dire ouais, je pourrais peut-être cultiver plutôt une attention un peu plus poussée à la route ou à ce que j'écoute en ce moment comme musique dans la voiture. Peut-être cultiver une pensée plus douce par rapport aux autres automobilistes qui roulent comme des voilà. Peut-être éviter de dire qu'ils roulent comme des voilà. Vous voyez comment on peut la... Mais pour ça, à nouveau, un des premiers éléments, et c'est un des éléments du sentier octuple, c'est l'attention, c'est se rendre compte de ce qu'on est en train de faire, de penser, de dire, et du coup, essayer peut-être de modifier son comportement en conséquence pour générer moins de souffrance pour soi-même et les autres. Saperlipopette, voilà, comme David Morgan, un bon saperlipopette au lieu de qui conduisent comme des gros saperlipopettes. Et le monde se sentirait mieux. Moi, c'est vraiment, à côté, je dis le monde se sentirait mieux. Moi, c'est vraiment ce que ça m'avait fait la première fois que je l'ai lu. Je me suis dit, mais mon Dieu, mais en fait, si tout le monde suivait ça, le monde serait un beaucoup moins gros merdier, en fait. Ce serait quand même nettement mieux. Après, je demande pas à tout le monde de le faire de façon parfaite. Ouais, merci Kiglan pour le follow. Non, pardon, le sub. Merci beaucoup. Ça fait très plaisir. Mais voilà, si tout le monde l'appliquait. En fait, à nouveau, je le dis, moi-même, bien sûr, le premier, je suis très très loin de l'appliquer de façon correcte. Loin, loin, loin de là. Mais si de temps en temps les gens avaient ça en tête et ça les faisait réfléchir et qu'ils agissaient ne serait-ce qu'un tout petit peu différemment sur la base de ça, le monde serait déjà nettement mieux en fait. Nettement mieux. Mais voilà. Oui, Jardin de thé qui dit pas toujours facile d'être toujours en self-control. Exactement. Et moi le premier. Hein. Il y a des jours où je suis fatigué, je me suis levé du pied gauche, d'un coup je suis obligé de faire un truc au taf que j'ai pas envie de faire, et je suis concentré, il y a quelqu'un qui vient me parler, peut-être qu'à ce moment-là je vais pas lui répondre d'une façon très gentille. Et c'est normal, ça arrive. Mais peut-être derrière que je vais prendre conscience du fait que j'ai peut-être pas été très sympa avec lui. Et à ce moment-là, je peux peut-être aller le voir et m'excuser en disant je suis désolé aujourd'hui, c'est pas le bon jour, je sais pas, je suis pas bien, je m'excuse, je t'ai parlé de façon un peu sèche, j'aurais pas dû, t'avais aucune raison, en plus tu venais me voir pour un problème, voilà. Ça peut être aussi ça le sentier octuple. Ça peut être s'en rendre compte, tu vois. Après, s'en rendre compte après les fêtes et peut-être s'excuser de son comportement. Et peut-être se dire la prochaine fois j'essaierai d'être peut-être un peu moins agressif par exemple.
Voilà, c'est carrément compliqué même que dit Lady Morgan, mais je suis d'accord. C'est un chemin, ça reste un chemin. Kylian qui dit ton message est tellement bénéfique pour tout le monde. Bah, j'essaie de faire passer un message, mais j'essaie surtout de le faire passer d'une façon qui est réaliste. Moi, le côté réaliste m'importe. C'est-à-dire, si là, demain, j'arrive vers vous et faire j'ai maîtrisé le sentier octuple, ma pensée est pure et parfaite, mes actions sont pures et parfaites. Vous allez vous dire, non, Greg, tu te fous de notre gueule. Et vous aurez raison. Et vous aurez raison. La plupart des gens, à part peut-être vraiment des Bouddhas, vont faire des erreurs, vont par moments mal appliquer certains éléments de sentier octuple ou auraient pu appliquer certains éléments de sentier octuple et ne l'ont pas fait. Donc moi, j'essaie d'être réaliste par rapport à ça en disant, si de temps en temps ça repop dans votre tête, vous y pensez et vous changez un petit peu votre comportement en fonction de ça, c'est super. Mais n'essayez pas de devenir des mecs hardcore du sentier octuple, à devenir des espèces de mais je suis parfait. Parce qu'en fait, ce serait même vous tromper probablement d'une certaine façon. Vous trompez vous-même, peut-être vous trompez les autres aussi. Donc on va finir avec ça. Il dit il y a dans les pays bouddhistes des coutumes et des cérémonies belles et simples aux occasions religieuses. Donc il y a un aspect religieux dans le bouddhisme, bien sûr. Je suis un moine. Elles ont peu de rapport avec le sentier réel, mais elles sont utiles pour satisfaire certaines émotions et besoins religieux de ceux qui sont moins avancés en les allant graduellement le long du sentier. Alors, Walpola. Là-dessus, je suis pas d'accord, personnellement. Là-dessus, Walpola, il a un angle d'attaque qui a été pas mal critiqué dernièrement, qui est cet angle d'attaque de dire le bouddhisme, c'est un sentier pratique et on va dire quelque chose d'intellectuel qu'on met en pratique, et le côté religieux, c'est une espèce de sous-bouddhisme. Ça, c'est une vision qui reste, mine de rien, très occidentale, très 19e façon de voir le bouddhisme de l'époque coloniale, etc. Dans la plupart des pays bouddhistes, le bouddhisme reste une religion, les cérémonies sont importantes, l'aspect dévotionnel et religieux est important, et ce n'est pas une forme de sous-bouddhisme, c'est une version qui coexiste avec le sentier octuple, qui coexiste avec d'autres choses. Donc là, c'est là-dessus, moi je suis... À la Walpola, je dirais, attention Walpola, attention. Là, ça fait... je suis pas tout à fait d'accord sur le côté, c'est pour ceux qui sont moins avancés. Non, on peut être quelqu'un de très dévotionnel, on peut être quelqu'un de très religieux, prendre plaisir. Et d'ailleurs, le Mahayana mettra beaucoup en avant le côté dévotionnel envers les Bouddhas, le côté rendre hommage au Bouddha, offrir des cadeaux au Bouddha, montrer sa dévotion au Bouddha, sans que ce soit une opposition, sans que ce soit un problème par rapport au sentier octuple. Donc voilà, moi j'aurais même tendance à dire, comme dit Kogai-san, j'aurais tendance à dire au contraire. Voilà, Walpola Raoula, je ne suis pas d'accord. Là-dessus, je ne suis pas d'accord. Voilà, c'est mon avis, mais c'est comme ça. Il y a Kogai-san qui dit avoir juste conscience qu'on doit s'améliorer, c'est déjà énorme. Voilà, exactement. Tout à fait. Ah, Babouchka. Alors, attends, Babouchka là nous pose une question éthique. Et c'est là où la nuance est nécessaire. Est-ce une erreur d'être en désaccord avec une personne qui en moleste une autre? Voilà, c'est là où le sentier octuple devient compliqué, quand on se retrouve devant des cas concrets. Est-ce que, si vous voyez une personne qui agresse une autre personne, et que vous mettez entre les deux, de façon un petit peu ferme, voire peut-être même violente, pour éviter une altercation, pour éviter qu'une personne, je sais pas, soit agressée, etc. Est-ce que vous allez à l'encontre du sentier octuple? Moi, j'ai envie de dire non, dans le sens où quelle est votre intention? Quelle est votre intention, pardon? Si votre intention, dans ce moment-là, est de limiter la souffrance d'une autre personne qui est dans une situation de détresse, et que pour ça, vous devez faire usage d'un moyen adapté qui est peut-être un petit peu agressif, votre intention reste la bonne pour moi. Elle reste d'aider quelqu'un. Est-ce que derrière, vous pourriez le faire, et c'est là où ça devient intéressant, est-ce que vous pourriez le faire d'une façon moins agressive, moins violente, plus ferme, par exemple vous interposer pour montrer votre soutien à la personne sans forcément être violent? Si vous pouvez le faire, tant mieux. Si vous n'avez pas le choix que d'être violent, c'est entre vous et vous. Ça reste le sentier octuple, ce n'est pas des règles qui sont figées. Et dans la vraie vie, et là, Babouchka, je trouve que tu l'as bien marqué avec ton exemple, la vraie vie est compliquée. La vraie vie, elle est nuancée. Dans la vraie vie,
Peut-être que discuter de la pluie et du beau temps avec votre voisine Josiane, ce qui va pas forcément en accord avec la parole juste telle que c'est décrit là, c'est probablement une bonne chose parce que votre voisine Josiane, elle est peut-être très très seule, elle se sent peut-être toute tristoune. Et peut-être que le fait de discuter de la pluie et du beau temps avec vous, c'est la seule interaction sociale qu'elle va avoir dans la journée. Voilà, c'est compliqué. Donc la morale de cette histoire, c'est gardez ces éléments en tête, faites au mieux en fonction de vos situations, de ce qui vous paraît être le plus juste. Et c'est là où on revient sur le terme de juste. C'est aussi faites ce qui vous paraît être le plus juste pour vous dans la situation dans laquelle vous êtes. C'est pas faire le plus juste parce qu'il y a un critère qui est là, c'est le critère juste. Et voilà, il est toujours juste, il est toujours là. Non, non, non. Les moyens adaptés, c'est ça qui est important. Si aujourd'hui, le critère juste, c'est de bavarder avec Josiane pour qu'elle se sente mieux, c'est le critère juste. Si c'est éviter de critiquer votre collègue qui est déjà dans la galère et en plus il va pas bien et à tous les collègues qui se mettent autour de lui pour le critiquer, que vous refusez de le faire, c'est probablement la parole juste du moment. Voilà, à appliquer en fonction des circonstances. Alors je regarde un petit peu, on se sacrifie pour aider une autre personne, que dit Sarah Cottage. C'est pour ça que certains moines bouddhistes sont des machines de guerre. Voilà, il y a des fois aussi un peu le problème aussi. Ouais. Alors on pourrait faire, parce que Walpola aussi, à un moment, il lâche un petit. On verra dans le premier chapitre quand on le lira, il lâche un petit moment. C'est pour ça que le bouddhisme a toujours été positif. Il n'y a jamais eu de persécution et tout. Walpola, tu as écrit ton livre dans les années 60. On a vu ce qui s'est passé dernièrement. Hein. Voilà. Et puis on parlera pas des moines zen pendant la Seconde Guerre mondiale aussi, par exemple. Donc effectivement. Attention toujours à comment est-ce qu'on tourne les choses. Et là, à nouveau, ça reste... les moines, comme n'importe qui, restent des humains. C'est pas parce qu'ils sont moines qu'ils sont parfaits. C'est pas parce qu'ils sont moines qu'ils vont pas faire des conneries. C'est pas parce qu'ils sont moines qu'ils vont pas avoir des mauvaises idées. Pas parce qu'ils sont moines qu'ils vont pas être influencés par la culture autour, les gouvernements, la propagande, etc. etc. Faut enlever de votre tête, et ça j'insisterai jamais assez dessus, enlever de votre tête le fait que parce qu'une personne est moine, parce qu'une personne a un statut religieux, cette personne est forcément au-dessus de vous et cette personne est forcément parfaite. C'est comme ça qu'on tombe sur des gourous. Sérieusement, faites gaffe à ça et j'insisterai jamais assez là-dessus. C'est des mecs comme les autres. Peut-être qu'ils ont atteint un certain niveau de réalisation spirituelle. Peut-être aussi qu'ils font semblant d'en avoir atteint un. Peut-être aussi qu'ils croient en avoir atteint un alors qu'ils ne l'ont pas atteint. Mais dans tous les cas, ça reste des êtres humains et ils auront probablement des défauts. Et faites attention à ça. Faites attention à ça. Alors, je vois là, ça a généré des commentaires là. Attendez, je vais essayer de rattraper un petit peu ce qu'ils se racontent. Lady Morgan, bon commentaire. Il y a toujours l'option, donc on reparlait du mec qui se fait agresser par exemple, hein. Il y a toujours l'option de donner l'alerte en espérant que plusieurs personnes se lèvent et suffisent à arrêter la situation. Voilà, ça peut être par exemple ça, une version non violente de l'action pour essayer de réduire cette problématique. Tout à fait. Babushka qui dit « Je suis désolé, je travaille comme travailleuse sociale. Je vois tous les jours des personnes censées les accompagner avec respect et qui adoptent une position de pouvoir insupportable. » Oui, même problématique qu'on retrouve dans le milieu hospitalier, par exemple. Moi, j'ai un de mes amis là, qui sort d'hôpital, qui a eu un AVC, qui a eu des gros problèmes et qui est en rééducation et tout. Putain, des fois, quand il te dit comment il a été traité par le milieu hospitalier... Alors, et je sais à nouveau, hein, je sais que le milieu hospitalier, ils ont des gros problèmes de moyens, des gros problèmes de manque de personnel. Mais il y a des moments, waouh, quand il te dit comment il a été traité alors qu'il était dans des situations de détresse, franchement, ça fait mal au cœur. Des fois, ça fait mal au cœur. Et du coup, Gulli qui dit, le message, c'est « Suivez votre cœur ». Exactement, en mode Disney, quoi. C'est le message Disney. Suivez votre cœur. Mais tu vois, c'est suivez votre cœur, mais ça donne un cadre. Ça te donne quand même des... ça te donne un cadre, ça te donne quand même des pistes pour essayer d'agir, mais ce ne sont pas des commandements. J'ai dû dire ça 150 fois pendant ce live, c'est insupportable. Hey, salut Michok, bonjour à toi pour le premier message dans ce live. Salut, salut. Babushka, Dagdeg, Babushka qui dit, Dagdeg qui dit à Babushka, j'ai bossé 15 ans dans le social, sur le papier, lien d'existence très juste, ça m'a rendu plus impatient, moins cool. Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. Le fait d'être... donc, faut nuancer. Voilà, et je suis d'accord. C'est ce que je disais. Voilà. Vous êtes d'accord, vous êtes d'accord. Vous êtes entièrement d'accord là-dessus. J'entends. Putain, Julie. The Rohingyas are typing. Ouais, voilà. Non, mais voilà, c'est l'exemple typique en ce moment. L'exemple typique du... quand notre bon Walpola nous dit il n'y a jamais eu de persécution bouddhiste. Alors.
Voilà. Le zen pendant la Seconde Guerre mondiale, oui, voilà, moi, c'est des ça. Et puis le Jodo Shinshu aussi, hein. On n'est pas, nous, les bons Jodo Shinshu, on n'est pas non plus en reste, hein, faut pas croire. Hein. Faut pas croire. Mais c'est des questions de contexte, c'est des questions de propagande, et c'est des faits que les gens sont des humains. Voilà. Bien comme sujet Kogai-san. Le zen avec un katana, voilà, voilà. Ouais. Ouais, ça peut être un thème, hein. Mais vraiment, je pense que c'est un thème qu'on abordera un jour, hein, le sujet collaboration dans la guerre, les moines, comment est-ce que les moines, malgré tout, de par le fait que la plupart du temps, ils restent dépendants des subventions de l'État, ou donc soit des gens, mais soit souvent de l'État, hein, dans quelle mesure ils s'acoquinent un petit peu avec les gouvernements en place, quitte à faire passer des choses qui n'auraient pas dû passer. Voilà. Mais parce qu'ils sont dans une situation de dépendance financière, de dépendance du coup de survie des monastères, de la part des autorités en place. Donc comment est-ce qu'on navigue autour de ça? Voilà. Ouais, et puis bah, pareil, hein, Serval, je vais rien dire en tant qu'ancien gendarme, ouais, on avait discuté rapidement un mercredi. Voilà, vous êtes confronté à des situations qui sont difficiles et qui peuvent parfois mettre à mal ce concept de sentier octuple et la façon dont on va l'appliquer. Ouais. Gulli qui dit je quitte la live un peu plus tôt cette fois-ci, bonne journée. Bah, de toute façon, on est quasiment au bout, Gulli. Mais en tout cas, merci pour ta participation et tes commentaires toujours amusants et puis pertinents comme d'habitude. Le Joe Shinji est la première école à reconnaître les faits, c'est déjà ça, oui. Oui, alors on l'a reconnu. Oui, ça c'est vrai qu'ils ont reconnu quand même qu'on n'avait pas toujours été cool pendant la Seconde Guerre mondiale, eux-mêmes. Bonne journée à toi, Gulli, du coup. Bah écoutez, on va terminer tranquillement là-dessus. Mais c'est bien, ça génère des discussions et c'est le but. Hein. Je pense que c'est vraiment l'un des chapitres qui est le plus à même de générer de la discussion parce que bah, entre la théorie et la pratique, il y a un gros gap, quoi. Waouh! Arrive sur le live. Oh, Douditch, je reçois. Salut Douditch. Plein de sujets intéressants en perspective. Douditch, on est sur le sentier octuple qui génère beaucoup de discussions entre la théorie et la pratique. Comment est-ce qu'on applique les choses? Voilà. Donc nous avons vu 4 fonctions exécutées à l'égard des 4 nobles vérités. Donc là, il refait simplement un petit tour d'horizon des 4 nobles vérités, hein, qui sont la première, qui est dukkha, qui est la souffrance, la nature de la vie, sa souffrance, ses chagrins et ses joies, son imperfection, son insatisfaction, son impermanence et son insubstantialité. À cet égard, notre fonction est de comprendre comment cela comme un fait, clairement et complètement, donc comprendre le fait qu'il y a la souffrance, une souffrance physique et une souffrance morale, émotionnelle, mentale, etc., qu'on ressent. Le fait qu'il est possible dans la seconde noble vérité de s'en libérer. Enfin, déjà, son origine, est la soif, qui est accompagnée des autres passions, souillure et impureté. Donc déjà, comprendre d'où vient notre souffrance la plupart du temps. La troisième noble vérité, c'est qu'il est possible de s'en séparer. C'est la cessation de dukkha, qui est nirvana, la vérité ultime. Donc le but, c'est d'essayer de l'atteindre, de comprendre qu'il est possible de l'atteindre. Et la quatrième noble vérité, c'est le sentier conduisant à la compréhension du nirvana, qui est du coup le sentier octuple. La simple connaissance du sentier, quelque complète que soit, ne suffit pas, il faut l'appliquer. Voilà, il faut nous y tenir, essayer de l'appliquer. C'est ce qu'on a discuté là depuis le début de ce live. Voilà. Alors, je voulais parler rapidement, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, du fait que je vous ai dit un petit peu, le sentier octuple, on va dire c'est une version plus Theravada, et même si on le retrouve dans le Mahayana, il va avoir tendance à être remplacé par ce qu'on appelle les paramitas. Vous allez voir, en fait, les paramitas, sentier octuple, ça se ressemble quand même pas mal. Les paramitas, on a traditionnellement 6 paramitas, même si certains textes vont parler de 10 paramitas. Par exemple, l'ornementation fleurie, le Kegonkyo va parler plutôt de 10, parce qu'ils aiment les listes de 10 trucs. Ils font que des listes de 10 trucs. Voilà, c'est 10 trucs, ça les éclate. Ils aiment le 10. Mais traditionnellement, par exemple dans le Sutra du Lotus qu'on a étudié ensemble, on est plus sur 6 paramitas. Ces 6 paramitas, ça va être la générosité. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est le côté plus discipline, la conduite, la patience. Il va y avoir l'effort ou l'énergie, la méditation et la sagesse. En fait, comme vous voyez, on va retrouver certains points. Sagesse, concrètement, méditation, on l'a déjà dans le sentier octuple. La sagesse, globalement, on l'a aussi. Et après, les autres, ça va être un peu des mélanges de tout. Par exemple, la générosité. La générosité, on va pouvoir cultiver le paramitas de la générosité en ayant une pensée qui soit plus proche de compassion. Donc, on va avoir plus tendance à aller vers les êtres par son action, par sa parole,
etc., etc. Donc voilà, les paramitas, Koei-san dit les paramitas sont plus concrètes. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une autre version d'une certaine façon. Hein. C'est une autre version du sentier octuple, mais qui correspond mieux à l'idéal du bodhisattva. Peut-être. Voilà. Mais en tout cas, on va souvent avoir tendance à retrouver plus les paramitas que le sentier octuple dans le Mahayana. Voilà. Et les 10 paramitas, du coup, quand on met les 10, en fait, on a du coup les 6 premières, donc j'ai dit générosité, discipline, patience, effort, méditation, sagesse, et on va rajouter par-dessus, et là c'est intéressant je trouve, on va rajouter moyen adapté, c'est-à-dire le fait d'adapter sa pratique, ses enseignements, sa conduite aux causes et conditions, aux personnes et aux conditions en face de soi. Les vœux, donc ça, les vœux c'est crucial dans la carrière du bodhisattva. Quels sont les vœux qu'on va faire pour le bien des êtres? Le fait de cultiver les pouvoirs spirituels, alors là, je ne sais pas comment on fait. Et la connaissance, c'est le 10e. Donc voilà, on a 6 paramitas ou 10 paramitas, voilà.